Bonjour à tous et bienvenue. Merci encore une fois d'être ici. Bienvenue sur The Red Flag. Et aujourd'hui, on a la chance d'être en compagnie de Habib, aka The QC Guy. Donc Habib, salut, bienvenue. Salut, Adrien. Bienvenue. Écoute, avant de commencer tout ce podcast, est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes? Habib, je suis né à Marrakech, au Maroc. J'ai grandi au Maroc, puis j'ai fait des études en France. Et je suis arrivé à Shanghai en 2008 avec le plus grand des hasards. Et depuis, j'ai travaillé dans une société de contrôle qualité. Et j'ai monté ma boîte en 2018, donc QC Advisor, qui fournit des services de contrôle qualité pour les importateurs. Ok. Donc inspection produit, audit fournisseur, au début en Chine et maintenant un peu partout en Asie. Et du coup, alors, tu es arrivé en Chine en 2008 à Shanghai. Et c'est quoi du coup ton histoire? C'est quoi un petit peu ton parcours aujourd'hui, si tu devais nous expliquer un peu ce que tu as fait depuis le début? Donc moi j'ai grandi à Marrakech, au Maroc, une enfance hyper heureuse. Et après le bac, j'ai décidé de partir en France, comme beaucoup de Marocains qui vont à l'étranger. C'est un peu le parcours classique. J'ai fait des études d'ingénieur en France et à la fin de mes études d'ingénieur, En fait, moi, j'étais très attiré par le Japon. J'ai fait des études d'ingénieur en mécanique, en qualité, avec une spécialisation en qualité industrielle. Et j'ai toujours voulu aller au Japon parce qu'il y avait le Japon en termes de qualité industrielle, en termes de best practice, en termes d'outils qui ont été développés pour l'industrie. C'est vraiment la base et c'est là où beaucoup de choses ont été faites dans les années 70, dans les années 80, notamment par des sociétés comme Toyota. C'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Enfin, c'est un pays qui m'attirait beaucoup. Je voulais vraiment aller là-bas pour apprendre, voir comment ça se passe après mes études. Donc, à la fin donc j'ai fait mes études à Compiègne, à l'UTC, à l'Université de technologie de Compiègne. Et à la fin de mes études, j'ai voulu faire un stage de fin d'études au Japon. Et j'ai cherché enfin, j'ai contacté plusieurs sociétés au Japon. J'ai essayé de voir un peu avec l'université s'il y avait des opportunités. Et c'était extrêmement difficile de trouver une opportunité de stage de fin d'études au Japon parce que c'est pas un système qui est utilisé par les sociétés japonaises. Là, ma seule opportunité d'aller au Japon, ça aurait été de trouver une société française qui m'aurait envoyé de leur bureau français à leur Filiale au Japon, quoi. filiale au Japon, exactement. Ouais. Donc j'ai eu beaucoup de mal et au final on m'a dit non, c'est désolé, hein, tu vas pas aller au Japon. Il y a un stage qui est très intéressant à Douai dans le nord dans le 59. Ok. Et voilà, je passe De Tokyo. pas très- et du coup voilà, bon, je me suis résigné à ça. Je me dis voilà, c'est pas grave, je vais faire un stage, on va faire notre mieux. Après on verra, peut-être que après j'aurai une opportunité d'aller au Japon. Et en fait, le vendredi, c'est un vendredi, et la deadline pour déposer son dossier de projet de fin d'études, c'était le vendredi soir. Ok. Le vendredi matin, je rencontre un prof, Monsieur Picard, qui était le directeur de la filiale de la qualité industrielle à l'UTC, à Compiègne. Très sympathique. Il était moitié consultant, moitié prof, donc quelqu'un de très ancré dans la réalité des choses, qui a beaucoup de contacts, qui a vraiment un network assez large dans l'industrie. Je lui dis voilà, moi je voulais aller au Japon, mais malheureusement c'est pas, je vais faire mon stage à Douai. Il me dit non mais attends, il m'a dit si tu veux, j'ai un ami qui est directeur qualité dans une entreprise enfin de pièces automobiles qui ont une usine en Chine. Ok. Et ils cherchent, en fait, ils veulent agrandir l'usine parce qu'ils ont plus de projets en Chine. À l'époque, c'était en 2008, la Chine explosait. Ouais. La Chine explosait en termes de production automobile. Et les boîtes françaises comme Peugeot et Citroën
donc PSA à l'époque. Renault aussi avait des projets en Chine et ils ramenaient avec eux tout leur pool de Tier 2 suppliers, Tier 1 suppliers, etc. Donc cette société était une des usines qui travaillait avec ces sociétés françaises, Ok. ces constructeurs français. Et en fait, ils cherchaient un stagiaire, un ingénieur qualité pour spécialiser dans la SPC. Donc SPC, c'est la Statistical Process Control. Mesure statistique des procédés, et c'était exactement ce que j'avais étudié à l'université de Compiègne. Et ça, tu l'as trouvé du coup, donc ce gars-là, tu l'as trouvé le vendredi matin Ouais. et tu devais postuler le vendredi soir. Et Quoi. C'était une deadline. j'ai postulé, j'ai dit je vais postuler à ce stage-là, et ils m'ont donné une semaine pour avoir le feedback de la société, Ok. pour confirmer avec la société. Et c'est là où où j'ai eu le stage, parce que j'étais super motivé, c'était exactement ce que je voulais faire. Et j'ai eu le stage en mardi, c'était confirmé. Ah C'était ouais, confirmé. donc c'était rapide quoi. Ouais. Et du coup, je me retrouve à vouloir aller au Japon. Plus tard, en fait, au final, je voulais, j'ai une opportunité pour aller en Chine. Voilà. Donc c'est ça qui a fait que je suis arrivé en Chine en 2008. Vraiment, c'est une rencontre par Ok. hasard dans les escaliers de l'université. Wow. Et en fait, quand je suis allé en Chine, j'avais pas du tout une idée positive j'avais pas une idée spéciale de la Chine, hein. C'était comme si je te disais tu vas aller travailler au Kyrgyzstan tu vois, moi j'y suis allé pour le stage. En fait, j'avais pas particulièrement d'idées sur ce que c'était que la Chine, à part les idées préconçues qu'on a en regardant capitale et zone interdite. Sur les droits de l'homme, etc. Mais bon, je me suis dit, moi, je vais y aller pour travailler, pour apprendre des choses. Ok. Et du coup, j'atterris à Shanghai en 2008, une usine qui était en train d'être montée. Donc, je me rappelle quand je suis arrivé, c'était un atelier immense où il n'y avait rien, il n'y avait pas de machine, il y avait juste quelques ingénieurs qu'on venait de recruter. En fait, moi, j'étais en charge de mettre en place toute la qualité, tout ce qu'on écrit sur un control plan, si on parle de production, moi j'étais en charge de le mettre en place. Donc tout ce qui est calibration des outils, méthode, etc. à mettre en place, training des opérateurs, etc. Donc c'était vraiment une super opportunité pour moi où j'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, c'était une usine à Pudong. Donc Pudong, c'est le quartier, c'est un peu la banlieue de Shanghai à côté de l'aéroport. Et il n'y avait pas beaucoup de choses là-bas à faire. Donc moi, je suis arrivé, je me suis dit, bon, je vais passer 6 mois ici. Et ça va, je vais apprendre, c'est pas grave. J'étais un peu déçu parce que c'était un peu difficile au début. Je me rappellerai toute ma vie du premier plat qu'on m'a servi à la cantine de l'usine. C'était des pâtes de poulet avec des espèces de cabbage, tu vois, un peu Du chaud. du chou, etc. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Je me suis dit, mais je vais pas vivre ici si je vais pas survivre 6 mois. Et il y avait le general manager français qui m'a ramené une pomme. Je me rappelais très bien de ça. Et en fait, j'ai rencontré des expats qui travaillaient aussi pour la même société, qui venaient de temps en temps, qui n'étaient pas basés en Chine, mais qui venaient de temps en temps. Et eux, ils m'ont fait sortir le week-end. Et donc, je me rappellerai aussi, encore une fois, toute ma vie, du premier vendredi soir où je suis sorti, où j'ai vu le band à Shanghai. Ah ouais. Et je me suis dit, ok, là j'ai compris, c'est là où ça se passe. Ouais. C'est là où il faut être, C'est là où il faut être, les quoi. 10 prochaines années, les 20 prochaines années. Ouais. Donc c'est comme ça que je suis arrivé en Chine. Moi j'avais une question, Habib, parce que tu dis quand tu es arrivé en Chine, tu as commencé à bosser dans l'usine, donc à bosser directement avec les opérateurs pour implémenter en fait les process de contrôle qualité. Comment est-ce que ça a fonctionné? Parce que tu as dû parler en chinois directement ou tu parlais en anglais, tu avais une équipe pour gérer ça. Et qu'est-ce que ça t'a appris de façon générale en fait cette première expérience à Shanghai? Alors en fait, l'expérience à Shanghai, moi j'avais passé 2 mois avant dans l'usine en France pour comprendre les process, comprendre techniquement le produit, comment il doit être manufacturé, tout le control plan. Donc nous, les qualiticiens, on aime bien le control plan. En fait, c'est le flux du raw material du produit final. Tous les détails du control plan. En termes de méthode, en termes de fréquence d'inspection, etc. Et du coup, quand je suis arrivé en Chine, j'étais l'un des seuls à vraiment connaître le produit. Parce que tous mes autres collègues chinois,
étaient tous fraîchement recrutés. Mhm. Et voilà, donc ce que j'ai appris, j'ai appris qu'il fallait comprendre un peu le mindset des gens avant de travailler avec eux, que l'humain était super important avant tout. Pas que la technique, parce que la technique c'est la théorie, mais l'humain c'est vraiment ce qui fait, ce qui fait le succès d'un projet, c'est comprendre les différences culturelles, ne pas faire attention à certaines différences culturelles qui peuvent paraître un peu choquantes au début et qui ne sont pas vraiment liées au succès du projet, et vraiment focus sur le projet en lui-même. C'était une expérience assez, on va dire, assez difficile pour moi, parce que j'avais 23 ans. Je connaissais pas du tout l'Asie. Enfin, j'avais voyagé en Inde avant, mais la Chine, c'est un autre niveau, même si l'Inde aussi, c'est un niveau très très élevé de différences culturelles. Ouais. Mais en fait, la Chine, ouais, il y a pas la langue, etc. Donc à l'époque, je parlais pas chinois. Il y avait des gens qui parlaient anglais. J'avais une collègue qualité qui parlait très bien anglais. J'ai aussi vu des choses qui pourraient peut-être choquer en Europe ou des choses comme ça, ou des gens ou des fournisseurs qui nous donnaient des fake reports, etc. En fait, au début, je me disais, mais c'est quoi ce truc? Et au final, on apprend à gérer les choses dans ce genre d'environnement et de focus sur le résultat. C'est ça qui est important. Ok. Alors du coup, après ce stage, tu rentres à Paris, tu vas chez Johnson Control, c'est ça? Alors après le stage, je rentre à Paris et je suis C'est au ça. chômage 9 mois. Ok. Parce que c'était la période la crise des subprimes en 2000. ah ouais, bah oui, c'est d'accord, quand ok. t'es Et rentré, c'était ouais. 2008. Donc pendant ouais. cette Je suis période-là, entré en 2009. ouais, donc tu rentres en 2009. Donc il y a toute cette période donc de 2009 jusqu'à 2012, parce que 2012 c'est la date où tu repars du coup en Ouais. Chine, c'est ça? Ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre ce laps de temps et pourquoi tu es reparti en Chine? Alors en 2009, je rentre en France. L'idée c'était de trouver un boulot dans l'automobile. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études. Je suis la voie classique quoi, de ce qu'on m'a dit de faire avant en tant qu'ingénieur. Travailler dans une grande société d'automobile, PSA, Valeo, etc. D'ailleurs j'étais passé chez Valeo en 2007, mais c'était pour 6 mois. Et en fait, j'essayais de chercher, mais il n'y avait aucun job lié à l'automobile, lié à la mécanique à l'époque. Parce que tous les constructeurs, les fournisseurs, les tier 1, les tier 2 étaient en chômage technique pour la plupart. Parce qu'il n'y avait pas de vente d'automobile. Il y avait très très peu de vente d'automobile. La crise des subprimes était vraiment très. Il y avait un impact assez grand sur l'industrie automobile. Donc je suis resté au chômage, chercher, et du coup ça a impacté d'autres industries. Donc même si on voulait chercher dans d'autres industries, je sais pas, dans les vélos, dans la mécanique, il y avait vraiment pas beaucoup d'opportunités. Et il y avait il y avait énormément de monde qui cherchait du boulot, donc on était en compétition. J'ai essayé un peu le nucléaire. Je me rappelle, j'avais fait des choses chez Areva, mais j'ai pas aimé. Et au final, je reste 1 an, donc je trouve un boulot après 9 mois, 8 mois. Chez ThyssenKrupp, qui est une société allemande industrielle qui fait de l'acier, qui fait aussi des ascenseurs. Et après ça, en fin 2009, début 2010, non, fin 2010, pardon, je retrouve une opportunité dans l'automobile. Donc Johnson Control Electronics, magnifique, c'était ce que je voulais faire, la prod, qualité, ce que je comprenais, ce que j'aimais. Et du coup, je travaille chez eux pendant 2 ans à peu près. Et en fait, après 1 an, donc le centre R&D, c'est là où était à Cergy. Je prenais le métro, le RER tous les matins. Je lisais beaucoup parce qu'à l'époque, il y avait moins de téléphones, social media, etc. Donc, je lisais beaucoup de livres sur la vie, sur des romans, etc. Et en fait, je me disais, mais attends, tu vas pas rester toute ta vie comme ça, en train de prendre le métro le matin 2 heures et revenir le soir et prendre 2 semaines de vacances l'été. Je me suis dit, ça, c'est pas. En tout cas, moi, c'est pas la vie que je voulais avoir. Et en fait, après c'était clair dans ma tête que je voulais pas être comme mes pères qui avaient la quarantaine, cinquantaine. Je voulais pas être comme eux. Parce qu'au mieux, j'aurais été
quality manager à 40 ans. Ça, c'était vraiment le top du top. Ah ouais, ce ouais, que tu c'était pouvais vraiment- atteindre au maximum. Et je me suis dit, j'ai pas envie de finir comme ça en fait. Euh, j'ai... donc j'avais 27 ans et je me suis dit, je vais commencer à rechercher du travail en Chine, voir s'il y a des opportunités à Shenzhen. Et il fallait aller au-delà de toute cette espèce de mindset dogmatique qu'on avait. C'était, oh, mais tu vas quitter ton CDI, tu vas pas avoir de retraite, Ouais. tu vas pas avoir la sécurité sociale, le grand etc. classique, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, mais je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave. Je vais pas bousiller ma vie ou rester dans une espèce de cage parce que j'ai pas envie de Perdre des avantages. Ouais. Exactement. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de partir. J'ai commencé à chercher du boulot. Et je me rappelle, alors je cherchais tous les dimanches, j'avais mon rituel l'après-midi, c'était de 4 heures de recherche de boulot. Parce que j'avais pas le temps. 4 heures par jour, du coup. Non, tous je les cherchais dimanches. 4 heures. Tous les dimanches, pardon. Tous les dimanches après-midi, je cherchais du boulot pendant 4 heures. Ok. Évidemment, je répondais à des emails en semaine, etc. Mm. Et je me rappelle, j'avais mis, ok, je veux aller en Chine, Shanghai, et je veux travailler dans la qualité. Parce que moi, j'ai toujours été dans la qualité. J'étais ingénieur qualité dans Johnson Control. J'étais fournisseur, ingénieur qualité fournisseur. Donc, je voyageais aussi pas mal en Europe. Donc, je me rappelle très bien, j'avais mis China Quality sur LinkedIn pour chercher des postes, etc. Bon, je trouvais des trucs. À un moment, je mets Asia Quality. Je mets Asia parce que je me suis dit, bon, je vais un peu étendre le spectre. Ouais. Peut-être on verra, peut-être que le Japon, il y a des opportunités, ça. Taïwan, etc. Donc, je mets Asia Quality sur LinkedIn et je tombe sur le CEO de Asia Quality Focus, qui est une société de contrôle qualité aussi, une agence d'inspection, qui était ils ont commencé en 2008, je crois, 2007-2008. Et je tombe sur le profil du CEO. Je le contacte, je lui envoie un email. Il me répond tout de suite. Il me dit, on va prendre un verre. Enfin, on va prendre un café ou un truc comme ça. En fait, on a pris une bière, je me rappelle, c'était à École Militaire. Et moi, j'avais l'habitude, tu vois, en tant qu'ingénieur, tout, d'aller dans des grandes sociétés, Areva, Valeo, tout ça. Tu viens en costard pour faire l'interview. Ouais. Et là, c'était super cool. C'était très, très space pour moi. En fait, il faut se rendre compte que on est pas très tout le monde. formaté dans cette espèce de monde comme ça, ingénieur et ça. Et je me rappelle, on a eu une discussion hyper intéressante. Et pour moi, c'était vraiment. Je me rappelle, c'était trop beau pour être vrai. Ah ouais, Parce qu'il m'avait dit, ouais, on a besoin de gars opération à Shenzhen. Ton profil correspond. Toi, tu fais de l'automobile, nous, on fait des biens de consommation. Donc, techniquement, toi, tu es beaucoup plus élevé que ce qu'on fait. Et en fait, ça a matché. Et je me suis retrouvé à Shenzhen, donc 6 mois plus tard, le temps de faire le process, les papiers, de démissionner, etc. Donc c'était en août 2012, je suis revenu en Chine, donc à Shenzhen, en tant c'était Quality Director, Quality Manager au début, mais en gros j'étais le bras droit du CEO pour tout ce qui est opération. Ok. Donc à 27 ans, c'était beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Et donc je suis arrivé en Chine, j'ai recommencé cette carrière, la suite chinoise à travers ces sociétés-là pendant 5 ans et demi, et où j'ai appris énormément, parce qu'en fait j'étais le seul étranger technique qui était en Chine. Tous les étrangers dans la boîte, c'était soit des gens du marketing, sales, IT, ou le CEO qui était basé en France. Donc je suis toujours grateful à Julien, Julien Roger, qui m'a donné cette opportunité et où j'ai beaucoup appris. En fait, j'étais en charge de la Chine, mais aussi de toute l'Asie, parce qu'à l'époque, le business grossissait aussi en Inde, au Bangladesh, principalement Inde, Bangladesh, un peu de Vietnam aussi. C'est des produits textiles ou c'était un peu tout. On faisait un peu tout. On faisait comme maintenant, donc QC Advisor, on a plusieurs départements. Département textile, département hardware, département meubles, département électronique, département ingénieur mécanique, etc. Et chacun est spécialisé dans une typologie de produits. Okay. Donc ça m'a permis déjà en Chine d'aller dans presque toute la Chine, voir un peu les usines, monitorer les inspecteurs, apprendre en fait comment la différence en fait entre les études
quand tu es ingénieur et le terrain comme ça, c'est que les études, tu as la partie théorique, technique, tu apprends comment les choses peuvent être designées, construites, mais quand tu es comme ça sur le terrain, quand tu vas dans des usines, dans le Rebé ou dans le Henan où je suis allé vraiment dans des villes, mais c'était hallucinant, quoi. Il fallait 3 heures pour y aller après avoir atterri dans l'aéroport de la capitale. Et en fait, tu apprends comment gérer les humains, tu apprends comment comprendre, comment lire les gens. Et c'est ça, en fait, qui fait que tu vas avoir un service qui va faire la différence. C'est pas des process, des checklists que tu vas mettre en place et après, ta boîte va réussir. Je pense que la réussite dans ce type d'industrie, et en général dans beaucoup d'industries liées au service, c'est l'humain. Donc voilà, donc j'ai fait 5 ans, un peu plus de 5 ans chez AQF. Et en 2017, j'avais aussi un autre flash dans ma tête, Ah ouais? suite à des choses qui sont passées. Et je me suis dit, mais là, je suis très confortable. Honnêtement, j'étais bien payé, je voyageais où je voulais, j'étais assez libre, super busy mais libre. Tu vois, je pouvais bosser d'où je voulais, j'avais toujours mon PC sur moi. D'ailleurs, comme maintenant, je l'ai toujours. Et je me suis dit, là, tu as 33 ans. Je sais que l'entrepreneuriat, c'est de plus en plus difficile quand tu avances dans l'âge. Donc peut-être que c'est une opportunité de faire quelque chose. Et en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était pas du tout quelque chose lié à la qualité au début. Moi, je voulais quelque chose. J'adore voyager. Ok. Vraiment, j'adore voyager. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, découvrir des nouvelles cultures, essayer de nouvelles choses, rencontrer des mindsets, des gens avec des mindsets différents. Et je me suis dit, je vais faire un projet alors à l'époque, ça s'appelait My Easy Visa. Donc j'ai acheté le domaine myeasyvisa.com, on a bossé dessus. En fait, c'est un projet où bon, maintenant ça paraît un peu drôle, mais tu peux le faire avec Fable 5 en 10 minutes, hein, mais à l'époque ça nous a pris 3 mois. Donc c'était en fait une espèce de map. C'était un site super minimaliste. Tu mets ton passeport, tu choisis le drop-down list, ton passeport, et ça te met la map du monde avec en vert les pays Sans visa, en rouge les pays avec visa, en orange les pays avec visa on arrival, etc. Et du coup, l'idée c'était d'informer les gens avec des infos d'utilisateurs, de voyageurs. Pas les infos classiques comme IATA, tu vois, IATA, il te donne des infos, mais des fois c'est pas super clair, et des fois c'est pas hyper accurate, parce que il y a des subtilités à connaître. Attention, il faut, en plus du passeport, il faut aussi le booking imprimé en A4, tu vois, il y a des détails comme ça qu'il faut avoir. Et du coup, l'idée c'était de faire ça. Mais donc j'ai bossé dessus pendant 3 mois et j'ai vu que ça allait pas prendre en fait. Ouais, c'est pas ce qu'elle est passé jusqu'au bout, quoi. Et du coup, 2018, c'est ça? 2018, Ouais, 2018, tu décides ça y est, tu j'ai démissionné en 2017, donc fin 2017, et 2018, le 4 janvier 2018, je commence officiellement ma vie de mec non employé, de non prolétaire employé. Enfin. La belle vie, quoi. Ouais, donc ça fait peur. Honnêtement, au début, ça fait super peur. Parce que tu es comme ça, c'est comme on te jette en fait là, on te jette et t'as pas de parachute, t'as rien, et tu dois essayer d'inventer un parachute pendant que tu tombes. Donc c'était très 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 difficile. Honnêtement, en 2018, c'était extrêmement difficile. C'est la pire année de ma vie, surtout les 6 premiers mois, où je voyais tous mes savings en train de fondre. Ouais. Et pas beaucoup de commandes, et je me suis dit ça make pas sens à ce rythme-là, je vais jamais rien faire, ça n'a pas de sens. Tu dis tu vas pas survivre, il me reste 8 mois de trésorerie. Exactement. Et là je fonce dans le mur. 2 mois, hein, des fois. Ouais. Donc tu serres les fesses, quoi. Exactement. Et alors comment tu t'en es sorti, parce que tu vois, comme tu dis, tes savings qui fondent. Comment est-ce que tu as réussi à rebondir, à vivre dans cette période-là? Parce que le lancement, ça va être vraiment la partie plus dure. Le lancement, c'est le 0 to 1, c'est de loin, évidemment, évidemment, le 1 to 10, etc., c'est aussi très difficile. Mais le 0 to 1, c'est vraiment extrêmement difficile.
en termes non seulement de stratégie intellectuelle qu'il faut avoir pour aboutir au succès de ta société, mais aussi au niveau mental. Le mental est très très important. Il faut vraiment être très solide mentalement. Parce que tu vois ta trésorerie qui fond. Tu as des gens qui disent ouais mais tu sais tu peux quand même postuler à un job et attendre, tu vois des choses comme ça. Tu dors pas de la nuit des fois, tu penses à comment tu vas payer tel fournisseur ou tel employé. C'est très très difficile. Mais en fait il faut toujours être, il faut jamais baisser les bras. C'est ça en fait la clé. Non seulement pas baisser les bras mais aussi essayer plusieurs choses pour aboutir en gros à vendre ton produit. Et du coup, Habib, moi je me pose une question. Quand tu t'es dit que tu allais lancer donc QC Advisor, c'est ça? C'est quoi le moment où tu t'es dit, tiens, je vais lancer cette boîte-là? Et qu'est-ce que tu t'es dit, qu'est-ce qui t'a fait comprendre qu'il y a un monde où ça peut marcher? Comment est-ce que tu as réussi à faire ce switch-là en te disant, je vais créer cette boîte-là et je vais avoir des clients avec cette boîte-là? C'est quoi qui t'a En fait, moi, quand j'ai commencé au début, pourquoi QC Advisor, il n'y a pas de S? Parce que c'était moi le QC Advisor. Il n'y avait que un. J'ai commencé en tant que consultant QC. Je me suis dit, le projet des visas, ça ne marche pas très bien. Je vais faire consultant QC. Je vais me payer 500, 800 euros la journée. Je vais faire 15 jours par mois. Et on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Au début, c'était ça. Et je me rappelle très très bien, j'étais avec une amie chinoise à Mouiné, au Vietnam. Donc ça, c'était à l'époque où il y avait le Bitcoin était en train de... Donc on était en mode, ouais, Bitcoin, il faut acheter le Bitcoin. À l'époque, il était à $2000. C'est en décembre 2017. Et on discutait, et moi je me suis dit, c'est une nouvelle vie, ça va être magnifique. Ça, c'était avant le choc parce que quand tu es employé, quand tu as ton salaire qui tombe, ça va, c'est cool, mais quand tu as aucun salaire qui tombe, c'est une autre histoire. Ouais. Et donc on discutait et je lui dis ouais mais moi je veux faire une boîte, Visa ça marche pas très bien, peut-être que je pourrais faire un consultant QC. Maintenant il y a des boîtes qui ont personne en Chine et ils veulent un fractional QC manager ou QC director. Donc c'est je me suis dit ok allons-y faisons ça. Et je me rappelle, on était à la piscine comme ça avec d'autres amis. Et elle me dit, ça pourrait s'appeler QC Advisor, comme TripAdvisor. Tu vois, parce qu'on voyageait beaucoup, ça. TripAdvisor, appelle-le QC Advisor. Je me rappelle, le premier truc que j'ai fait, en 5 minutes, j'ai ouvert mon PC, je suis allé sur GoDaddy et j'ai fait QCadvisor.com, je l'ai acheté tout de suite. T'as pris le nom de domaine direct. J'ai pris direct QCadvisor.com, je l'ai acheté tout de suite. Je me suis dit, ok, ça coûte $15, un truc comme ça. Si ça marche pas, c'est pas grave, on va pas renouveler. Et voilà. Et du coup, quand j'ai démissionné, le dernier jour, c'était le vendredi 4 janvier 2018, mon dernier jour chez AQF. J'ai fait un post un peu, c'était un peu, comment dire, un peu smart. Et j'ai mis, voilà, je démissionne. Merci à tout le monde, merci à tous les clients. Si vous avez besoin de support en QC pour un consultant, tout ça, voilà mon adresse email, j'ai mis mon adresse email, etc. Et là, en fait, ça a créé, tu sais, les posts un peu émotionnels où il y a un peu, où tu crées de l'empathie avec les gens, etc. Sur LinkedIn, ils marchent beaucoup. Tu vois, tu mets ta photo, tu dis voilà, je suis passé par les gens, ils like, tu vois, ils like. Et du coup, le post, je me rappelle, je l'ai posté un vendredi, donc c'était à 20h ou 21h. Je suis allé dîner ou quelque chose, je me suis endormi. Je me réveille le matin, parce que moi je me réveille très tôt à 5h30. Je me réveille le matin et je vois 280 likes. Je me dis, c'est quoi ce truc? Ça m'est jamais arrivé. Moi, normalement, j'ai 12 likes. Tout ça, ouais, super, ça a été super de bosser avec toi. Les Indiens, des Pakistanais, des Chinois, des Français, des Marocains. Et du coup, c'était... je me suis dit, waouh, la force du réseau, les réseaux sociaux, des fois, ça peut... Et en fait, lundi ou mardi, le 7 ou le 8 janvier, je reçois un email d'une société suisse qui travaille avec des horlogers suisses et qui font toute la partie, toutes les présentoirs, les boîtes pour les montres, etc. Vraiment high level quality, hein, le truc... Ils travaillent vraiment, luxe, quoi. Ah ouais, vraiment, ils travaillent avec les gros
les gros Horloger, ouais. horlogers suisses. Et ils m'ont dit, voilà, nous on cherche quelqu'un, parce que nous on travaille avec des sociétés de contrôle qualité, mais nous ça nous va pas en fait le truc de aller avec une checklist et tout. Nous on a vraiment besoin d'un retour plus subjectif sur les couleurs, le toucher, les choses comme ça, l'usine, l'odeur de la colle. Pas un mec qui va en mode robot, Ouais, quoi, on va dire, Parce que avec des fois, il y a des tic-tic, gars, ils vont faire des inspections de boîtes pour des montres. La boîte, elle est nickel, c'est exactement ce qu'il y a sur le drawing, mais il y a une odeur de colle insupportable. Et en fait, le mec, il s'en fout parce qu'il sait pas, enfin, Oui, pour lui, il y pense pas, c'est il y pas dans pense- la checklist et puis Ouais, c'est tout, quoi. exactement. Ouais. Donc eux, ils m'ont dit, voilà, on aimerait. Donc je suis, ouais, ça commence vraiment super bien. Première semaine, premier client. Euh, donc deuxième client fin janvier, donc à travers un ami qui avait un ami américain qui cherchait un support aussi pour faire du contrôle qualité. Troisième client, c'était beaucoup plus tard, mais c'était des petites commandes. Pour moi, c'était du 2000, 2500 euros enfin 2500 dollars de chiffre d'affaires par mois. Ouais, c'était temps pas à la petite action pendant Ouais, une semaine. c'était, C'est tout, quoi. et j'avais pas beaucoup j'avais 4-5 missions par mois maximum, tu vois. Donc, et des fois, il y avait des projets qui étaient delayed, tu vois, donc c'était difficile. Donc, au début, je te disais, les 6 premiers mois, ça commençait, je me suis dit, ça va pas le faire. Et je me rappellerai, un jour, je me suis dit vraiment, il faut que je fasse quelque chose parce que je peux pas rester comme ça à attendre des clients qui arrivent en inbound selon mes posts LinkedIn, etc. Et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse des cold calls. Même si c'était extrêmement difficile pour moi, j'avais jamais fait de cold call. Et je commence à appeler des sociétés en France en France, en Belgique, en Suisse, qui importent des produits en Chine, et de présenter mes produits. Et en fait, au bout de 50 ou 60 cold calls, je reçois un retour, un CEO, il m'a dit, bah, moi je cherche une société on a une inspection, donnez-moi un devis. Commence, comme tu vois, tu fais 4 inspections par mois, 5 inspections, ça commence à prendre, mais ça reste difficile. Et en fait, on a eu quelques clients, on va dire entre 5 et 6 clients la première année, et c'était, on survivait, mais c'était extrêmement difficile. Je veux dire, j'arrivais pas à atteindre le niveau de vie que j'avais avant en tant qu'employé. Et j'avais beaucoup d'amis qui me sortaient, qui étaient employés, hein, et qui me disaient, voilà, si tu n'arrives pas à atteindre si tu n'arrives pas à te payer comme ton salaire avant, au bout d'un an, il faut que tu abandonnes, retourner. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Je vais pas abandonner, je vais pas. Et en fait, la première année est extrêmement difficile. La deuxième année, on a commencé à avoir des clients intéressants parce que je faisais énormément d'outreach sur LinkedIn, par email, etc. Donc en 2019, on a eu un gros client grec qui fait des réfrigérateurs commerciaux comme celui-là. Et du coup, ça commençait à prendre. Voilà, la sauce commence à prendre. Mais c'est pas encore le succès, hein. C'est vraiment très, très, très Modeste, quoi. modeste, hein. C'est vraiment très modeste. Et après, il y a le Covid. En 2020. Mais j'ai une question par rapport au Covid, je pense que c'est intéressant ça. Est-ce que le Covid ça t'a aidé? Parce que du coup, il n'y a aucune personne qui pouvait voyager en Chine. Donc les ingénieurs des grosses boîtes qui ont l'habitude de venir en Chine voir checker leur production tous les 2 mois, 3 mois, pouvaient plus venir. Est-ce que ça t'a aidé du coup le Covid à ce moment-là? Bah, en fait, pour te raconter toute l'histoire, mais en résumé, en décembre 2019, j'ai des amis à Hong Kong qui me disent il y a un virus qui est complètement. Tu vois, les Hongkongais, ils sont un peu plus. Ils ont peur et tout Ouais, ça. Ils m'ont dit il faut mettre des masques en Chine. Il y a un truc à Wuhan. Bon, moi, on entend parler tu connais la Chine, on entend parler de virus presque tous les ans. Il y avait les virus à Madagascar, les virus au Brésil, les virus de la Middle East, là, le MERS ou je sais pas quoi. Donc, en gros, on nous dit qu'il y a un virus, on en parle pendant 2 semaines et après c'est plié, on n'en parle plus. Donc moi, c'était comme ça que j'avais pris le truc. Ok. Et en fait, je retourne au Maroc voir mes parents pour le nouvel an chinois, donc fin mi-janvier, parce qu'à l'époque, le nouvel an était un peu plus Plutôt, ouais. un peu plus tôt.
Et je retourne au Maroc vers le 15 janvier. Et là, le 23 janvier, Wuhan, je me rappelle très bien, le 23 janvier 2020, Wuhan est fermé. Donc Ah ouais. ils ferment Wuhan. Parce qu'il y avait les gens qui tombaient, il y avait les trucs. Et les gens ne comprennent, on ne savait pas ce qui se passait. Tu vois, personne ne savait ce qui se passait. On ne savait pas si c'était Ebola, si c'était un truc. Et avant, on disait que c'était une personne sur 10 qui mourait. Après, on disait une personne sur 5, une personne sur 20, une personne sur 100. Donc c'était beaucoup d'incompréhension et d'incertitude à cette époque. Donc moi, j'étais au Maroc. Et mon visa se terminait en février 2020. Et mon retour était prévu début février. Ah Donc, ouais. Super le timing. donc évidemment, mes parents, tout ça, ils me disent rentre pas en Chine. Attends un peu, Prends le temps, ouais. temporise Ouais. un peu, calme-toi. Donc moi, je suis pas reparti, mon visa est expiré. Et du coup, j'étais à Marrakech j'étais à l'époque en train de travailler sur mon site, faire du marketing. Mais je me suis dit, ok, maintenant, après 2 ans de tant d'efforts, là, je me prends ça dans la gueule. Covid, évidemment, il y avait zéro commande. En plus, avec le nouvel an chinois, plus le Covid, les gens, tout était stoppé. Ouais. Et je me suis dit, entrepreneur, c'est vache. Hein. C'est vraiment, vraiment, c'est du high level Donc ça t'a pas aidé au final. Ouais, c'est vrai. Le Covid, au final, ça a été plus un élément qui t'a tiré vers le bas plus que vers le haut, en fait. Bah, au début, c'était un élément qui m'a tiré vers le bas. Mais après, c'est une décision que j'ai prise qui m'a vraiment, qui a changé le cours de QC Advisor. J'étais au Maroc en fin février, je me suis dit, il faut que je reparte en Chine. Je sens qu'il faut que je reparte en Chine. À l'époque, ma copine était en Chine. Il faut que je veux aller la voir. Il faut que je sois sur place pour savoir ce qui se passe, même si les gens ils meurent pas. Hein. Tous les gens que je connais en Chine ne sont pas morts, donc voilà. Je pense qu'il y a possibilité quand même d'aller en Chine. Donc j'avais pas de visa, donc je refais mon visa à Rabat. Donc je vais à l'ambassade. Et en fait, ils croyaient que c'était une blague. Parce qu'ils me disent, personne ne va en Chine en ce moment, tu es le seul à faire ta demande de visa. Je me rappelle, Il n'y a pas de queue. à l'ambassade, il n'y avait rien. Et j'étais le seul qui était à l'ambassade. Et donc les gens, ils me disent. Et le gardien m'avait dit, mais c'est pour le visa, tu fais quoi? C'est fou, quoi. Ouais, exactement. Et donc je repars en Chine mi-mars 2020, le 13 mars 2020. Le 14 mars, il y a le vol que je devais prendre, Marrakech, Hong Kong, via Turkish Airlines, via Istanbul, avec Turkish Airlines, était annulé. Donc il n'y avait pas d'avion. Le Ok. 15, Maroc ferme les frontières. Oh, waouh. Donc le timing de malade mental. Donc t'es parti un jour avant Ah que ouais, ça soit vraiment, impossible j'ai de pris le gagner. dernier vol de Turkish Airlines le vendredi 13 mars. Tu peux regarder les records, etc. Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment timing de malade. T'aimes Et bien, j'ai- t'aimes bien les timings de malade. Ouais, hein, ouais, c'est ça et le stage. ça time Vraiment, ta vie un petit vraiment. peu, Ouais, ça. mais c'est ça, mais c'est ça, C'est le fou. timing, c'est hyper important. Ouais. Le timing, c'est hyper important. Et en fait, si j'avais écouté mes proches, ma famille, etc., je ne serais jamais parti. Parce qu'ils me disent non, attends, c'est dangereux, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Et je me dis non, moi je vais y aller, y a pas de. En plus, il y a ma copine. Et du coup, j'arrive en Chine, je fais les 2 semaines de Quarantaine, quoi. quarantaine. Donc tous les étrangers qui vont, enfin même les Chinois qui étaient en Chine à l'époque, maintenant, savent tous de quoi je parle. C'était vraiment du gros n'importe quoi. Et donc on fait les 2 semaines de quarantaine. C'est très difficile. Et là, évidemment, j'ai rien à faire. Moi, c'était à la maison à l'époque. Hein. En 2020, c'était à la maison. Ok. Donc j'ai appris à cuisiner, faire des tagines, faire poulet à la moutarde, j'ai pris tous les trucs que je voulais apprendre avant, que j'ai jamais eu le temps d'apprendre, je les ai fait pendant ces 2 semaines. Et en même temps, je travaillais un peu sur, je commençais à contacter des gens, qu'est-ce qui se passe, etc. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, et surtout avec les masques. On voyait que voilà qu'il y avait des choses qui commençaient à se passer. Il n'y avait pas de commande de produits classiques. Par contre, les masques, ça revient. En fait, si tu vois, quand tu as les mots-clés un peu dans. Tu vois, comme sur. Le mot-clé de la journée, c'était masque, PPE, etc. C'était vraiment tout ce les mots qui revenaient assez fréquemment. Et du coup, voilà, moi, je travaillais avec des clients qui étaient
plus des PME managées par des solo-entrepreneurs, etc. Et eux, ils ont tous sauté sur l'occasion parce qu'ils avaient déjà l'expertise d'import-export. Et enfin, ils ont tous. La plupart, les plus smart, ils ont sauté sur l'occasion. Et du coup, en début avril 2020, en une semaine, on est passé de rien du tout à tous les jours des inspections de masques, des audits d'usines, etc. Parce qu'à l'époque, c'était très particulier. C'était pas le 30-70 en termes de payment term, etc. C'était tu payes à l'avance 100%, sinon tu me parles même pas. Ah ouais. C'est même pas la peine de me parler. J'ai 200 clients qui veulent acheter le truc, donc si tu veux pas ça, il n'y a pas de problème. Donc c'était comme ça, mais il fallait quand même s'assurer de. C'était vraiment au début. Hein. C'était avant qu'ils mettent les certificats. Je ne sais pas si tu connais. Non, Il y avait une histoire de certificat à mettre pour les usines chinoises pour pouvoir exporter. Ok. Parce que c'était vraiment la fête du slip. Ah ouais. C'était vraiment n'importe quoi. C'était tous les manuels. Moi je me rappelle, j'avais visité une usine de décodeurs. Tu vois, les décodeurs Wi-Fi, là, Internet, etc. pour regarder la télé. Ouais. En décembre 2019 et en avril 2020, ils faisaient des masques. Des gars hyper opportunistes, mais c'est ça qui fait d'ailleurs la richesse les Chinois sont incroyables par rapport à ça. Ils sont hyper opportunistes, ça va très très vite. Et ils ont acheté des machines de masques, ils ont acheté le stock de. Comment ça s'appelle déjà il y avait un matériau qui était très 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 rare pour la production. Non, c'était un layer spécifique, je retrouverai le nom. Et ils avaient acheté des centaines de rouleaux hyper gros de ce matériau-là. En fait, c'est la clé pour faire le masque. Ok. Et du coup, ils faisaient des masques sans aucune réglementation, sans rien du tout. Et ils vendaient je me rappelle le K95, qui est l'équivalent du N95. KN95. En Chine, c'était KN95. À l'étranger, la norme américaine, c'était le N90 ou 95. Donc c'était le truc pour protéger en fait. C'est le masque pour protéger. C'est pas le masque. C'est le bec de canard. Ouais, bec de canard. Ouais. C'est pour protéger les virus, etc. Il est monté jusqu'à 1,30 $. Le masque. Ah, le masque. Ouais. Alors qu'avant il était à 0,5. Non, même pas 0,05, 0,05, 0,1 par masque, etc. Et les gens achetaient. Et du coup, le mec, il se faisait du fric de malade sur le dos. Et c'était assez particulier. Je me rappelle, j'allais en usine. Moi, j'avais l'habitude d'aller dans des usines un peu en position de voilà, je suis la boîte d'inspection. Faites attention. Voilà, on va checker la qualité. Si c'est pas conforme, ça part pas. Et en fait, à l'époque, les gars, ils s'en foutaient. Ils me disaient, ils voulaient même pas ils me disent voilà, tu viens, voilà, tu as voulu venir voir l'inspection, voilà les produits. Si ça te plaît pas, c'est pas grave, hein, on a d'autres clients. Et du coup, voilà, c'était une espèce de. On a eu peur pendant 2 mois et on s'est dit et on a repris sur de nouvelles bases avec Covid en 2020 à travers tout ce qui est PPE, masques, mais c'était vraiment les masques. Donc j'ai eu beaucoup de gens qui me contactaient parce qu'à l'époque beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, les petites boîtes, etc. Il y avait beaucoup de CEO comme moi qui étaient à l'étranger. Ils ont tous fait les vacances Chinese New Year à l'étranger, ils sont restés, ils sont pas revenus, donc c'était très difficile. Et moi, les gens me faisaient confiance parce qu'il y avait un étranger. Donc c'est différent de travailler avec une boîte comme une grosse boîte et avoir un inspecteur qui va aller sur place. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. On met 500 000 $ comme ça en avance, on ne sait même pas s'ils vont le faire ou pas et s'ils vont disparaître. Tu vois, c'est très très difficile. Et donc pour moi, c'était une chance. Donc j'allais tous les jours en usine, surtout dans le Guangdong, dans le Jiangsu, dans le Henan, en Shandong, il y avait Hubei aussi. Non, Hubei à l'époque, au début, c'était fermé jusqu'à. Hubei, c'était plutôt vers juin-juillet 2020. Ah, c'est de leur faute, hein. Ils ont Wuhan. Ouais. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a redémarré un peu l'activité. Et je me suis dit, voilà, c'est de l'optimisme, même s'il y a des gens qui meurent, etc. Mais voilà. Mais en termes de business, pour nous, c'était vraiment le tremplin. C'était un tremplin. Et alors, du coup, toi, tu as parlé de visite. Depuis que tu as monté QC Advisor, c'est quoi l'usine qui t'a le plus, on va dire, choqué, où tu t'es dit, c'est quoi ce bordel?
Alors, une expérience dans toutes tes visites que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui, que tu retiendrais maintenant, là, que tu pourrais ressortir demain en conversation pour justement faire un petit peu, pas forcément rire les autres, mais au moins voilà, mettre un peu de conversation. Qu'est-ce que... Bah, moi, j'ai vu vraiment beaucoup d'usines. Là, j'ai visité, je crois, plus de 1300 usines depuis que je suis en Chine. J'ai été dans des situations très très difficiles où on avait des usines qui menaçaient enfin qui nous menaçaient de sortir. On a même eu une fois un patron d'usine qui est sorti avec un couteau pour nous dire dégager de l'usine. J'ai même, alors c'était pas moi, mais c'était un collègue au Pakistan qui était séquestré dans l'usine avec un gun Ah ouais? pour changer les résultats d'inspection. C'est des trucs hallucinants, hein. Ah ouais? C'est un autre level là-bas, hein. C'est vraiment un autre level à Karachi. Mais moi personnellement, oui, j'ai vu une fois, je me rappelle, je suis arrivé dans une usine pour un monitoring surprise. Donc c'était pas dans chez QC Advisor, mais dans l'autre boîte. En fait, l'usine m'a pas laissé rentrer. Ils m'ont dit tu attends, je me dit mais je veux rentrer là, le truc, je vais la porte et tout. Non, non, tu rentres pas. Le Baohan, il m'a dit Le Baohan, il dit il m'a dit tu rentres pas. Donc le Baohan, c'est l'agent de sécurité. Mm. Et en fait, il me laisse poireauter pendant 30 minutes, 45 minutes. Et là, ils me disent ok, tu peux rentrer. Je rentre, je vois la chambre d'inspection, l'inspection room. Hyper clair, les défauts majeurs, les défauts mineurs, le truc et tout. Et là, je me suis dit, là, ils se foutent de ma gueule. En fait, il n'y avait rien. Ouais, ils ont Et imprimé ils ont- tout ils ce qu'il ont- fallait ils faire, ont- quoi. Et du coup, ouais, voilà, on a vu beaucoup. Honnêtement, j'ai vu pas mal de. Une fois, je me rappelle, j'étais dans une usine. euh, et une usine top notch. Vraiment, vraiment, c'était pour un ISO 22716, c'était pour les produits cosmétiques. Euh, je suis le seul à connaître un peu le standard dans l'équipe, donc je suis allé faire l'audit avec un autre auditeur. Bon, c'est très similaire à l'ISO 9001 qui est le standard général de management de la qualité, de gestion de la qualité, mais il y a des spécificités à comprendre, etc. Donc, et du coup, je suis allé dans l'usine. Et là, je comprenais pas très bien parce que je vois un manager indien. Donc je me suis dit peut-être que le mec est recruté par la boîte. Et un deuxième, un troisième, un quatrième. Et je vois pas mal, presque tout le management c'était des Indiens. Ok. En fait, j'ai demandé. En fait, ils m'ont dit que c'était un Indien qui était à Hong Kong. C'est pas une boîte indienne, hein. C'est un peu comme moi. Je suis en Chine, et tout, qui a monté une usine et il a trouvé des clients. Et voilà, c'était une usine vraiment. Super usine, hyper bien organisée, très très peu de problèmes en termes de management de la qualité, du process, etc. Et là, les gars, je me retrouve assis donc en Chine avec des Indiens en train de manger de la nourriture indienne que j'adore. Ça aussi, c'était une expérience très spéciale. Est-ce que tu as déjà eu des expériences, là on parlait de tes expériences au niveau des visites d'usine, mais et au niveau des clients, est-ce que tu as déjà eu des clients justement, des clients ou des expériences où tu as eu ce côté humain, relationnel qui t'a marqué, que ce soit positif ou négatif? Je vais commencer par le négatif. Là, tu m'as posé la question, je me rappelle très très bien, ça m'avait marqué. J'avais un client d'une très grande société française qui était venu un peu, c'était le directeur qualité. Et lui, justement, il n'avait pas le côté humain, il était très ingénieur, checklist, contrôle plan, etc. Et en fait, il est venu, il a vu une manière de faire l'inspection qui lui plaisait pas, mais qui n'était pas forcément enfin, incorrecte ou tout ça. C'était juste que lui, ça plaisait pas la manière dont on gérait les défauts, tout ça. Pour lui, il fallait le faire de cette manière, qu'il fallait organiser les choses. Mais en fait, l'output, au final, c'est la le même même. chose, C'est la ouais. même chose. Il fallait organiser les défauts, les produits défectueux d'une certaine manière, etc. Et là, il a commencé à crier comme un malade sur les inspecteurs, sur moi, etc. Et en fait, au début, je me suis dit, attends, moi, tu me cries pas comme ça, moi, je te connais pas, je suis ton fournisseur, mais c'est pas, tu me cries pas dessus comme si tu étais mon père ou un truc comme ça, tu vois. Donc, ça m'avait choqué. Mais je me rappelle, j'ai eu un bon réflexe, c'était de ne pas réagir. Je suis resté, j'ai rien dit, j'ai laissé crier, tout ça. C'était un gros client.
Donc c'est aussi, si c'était un petit client, je pense que ça aurait été différent. Euh, et du coup, ça m'avait choqué, mais ça m'a aussi appris un peu à gérer les émotions dans ce genre de situation. Ça, c'est super important. Parce que des fois, on a affaire, comme je te dis, on a affaire à des humains, et c'est ça qui fait la difficulté de gérer ces boîtes comme ça, dans ce genre d'environnement multiculturel, où crier, ça peut être perçu. J'ai déjà vu ça pas mal de fois en France. En Chine, je veux dire, ça existe, mais dans un certain niveau, entre managers, high level, etc., CEO, owner, mais entre employés de sociétés, même clients, fournisseurs et tout, j'ai jamais vu ça. On n'est plus quand même avec les Américains, les Anglo-Saxons, c'est pas aussi, c'est pas aussi latin, on va dire qu'en France. Et du coup, j'ai appris comment gérer ce genre de choses. Même si j'ai encore beaucoup à apprendre, c'est une de mes faiblesses, c'est la partie émotionnelle, EQ, ça c'est quelque chose il faut que j'améliore. Mais c'est hyper important de savoir gérer ses émotions pendant ces moments-là, de ne pas réagir sur l'énervement, Ouais, sur le coup et sur le coup, réenchaîner, et de quoi. lui dire mais va te faire foutre, moi je ne travaille plus pour toi si tu me cries. Non, c'était un gros client donc. Non, et sinon positif, on a énormément de clients avec lesquels ça se passe super bien. On construit QC Advisor, nous on est plus une QC agency, une boutique QC. Donc nous on fait beaucoup de sur-mesure. On travaille un peu comme la propre équipe de nos clients en fait QC en Chine, en Inde, au Vietnam. Et du coup, on a des relations avec nos clients qui sont très proches. On dîne ensemble quand ils viennent. On parle de choses liées au boulot, d'autres choses extra boulot quand ils viennent. Donc non, c'est très sympa. Et là, quand les clients viennent à Shenzhen, je les sors. On prend des cafés, on discute. Donc non, c'est une partie hyper intéressante, hyper agréable de ce que je fais. Et du coup, Habib, moi j'ai une autre question, ça serait concernant la Chine. Aujourd'hui, parce que tu étais à Bangkok il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup, vu que tu voyages beaucoup, que tu aimes ça et que ton boulot te permet aussi, c'est quoi la grosse différence qu'il y a aujourd'hui en termes de qualité entre la Chine et le reste de l'Asie, par exemple? Il y a des problèmes de qualité partout dans les usines, Ouais, même au Portugal où on fait des inspections, au Maroc, en Tunisie, on fait moins d'inspections, mais on fait. Et il y a des problèmes de qualité partout. Après, ce qui change, c'est comment c'est géré par les usines, la communication, la rapidité d'exécution aussi, admettre les défauts. On va dire admettre les défauts, c'est plus difficile en Chine. Par exemple, si je trouve des défauts dans une usine en Chine, il va y avoir toujours une étape d'excuse, de non, oui, mais si c'est parce que vous avez dit ça, ou parce que ça coûte moins cher, c'est pour ça que c'est. Oui, mais il y a un défaut, c'est ça. Donc, ok. voilà. Alors que par exemple, en Europe, au Portugal, on va admettre directement le problème, on va te dire directement, ou à Taïwan par exemple, on va te dire voilà, directement, il y a un problème, Ok. et on va le résoudre ensemble. Mais là, la plupart des inspections qu'on fait dans l'Asie du Sud-Est, donc au Vietnam principalement, mais aussi donc beaucoup au Cambodge aussi, et en Thaïlande. Moi, je vais là où en fait on n'a pas beaucoup de présence. Et on a des projets importants, donc il faut que je sois sur place pour superviser un peu soit nos inspecteurs, soit nos partenaires qui font des inspections pour nous. Et en gros, là, il y a beaucoup de. J'ai l'impression que 90% des usines où l'on fait des inspections aujourd'hui, au Cambodge, aux Philippines, un- beaucoup au Vietnam aussi, Malaisie un petit peu aussi? beaucoup moins. Beaucoup moins? Et Thaïlande, c'est 90% des usines chinoises. Indonésie aussi. Indonésie, c'est 80-90% des usines chinoises, surtout les nouvelles usines textiles, Hmm. les usines en fait où il y a beaucoup de main-d'œuvre. Et où on est venu, enfin où les usines chinoises sont venues, principalement pour deux raisons. Parce qu'il y a la main-d'œuvre, par exemple textile, ou tout ce qui est couture, tout ce qui est garment, tout ce qui est Ok. vêtements, sacs à dos. Ça se fait où ça? C'est quel pays généralement que ça se fait le Bah, il y a textile, plusieurs là? pays, c'est Vietnam, Vietnam, dans le sud du Vietnam, aussi un peu dans le nord.
Cambodge, beaucoup. Alors Cambodge, c'est que des Chinois. Thaïlande, c'est un peu plus high level. Thaïlande, c'est plus high level. Tu vas trouver des anciennes usines alors thaïlandaises avec des joint ventures japonaises, coréennes, taïwanaises. Un peu, et maintenant, la nouvelle vague des Chinois qui viennent pour faire par exemple, des lunettes, des produits un peu plus développés que du simple Ok. garment, Couture, ouais, où tu fais de la couture. Mm. Et, euh, et, euh, et en fait, dans ces boîtes chinoises, dans ces usines chinoises qui sont un peu. En fait, elles viennent, elles ramènent des containers d'équipements de Chine. Et ils font là exactement ce qu'il y avait en Chine, ils le refont au C'est Cambodge juste ou une en Thaïlande. délocalisation. En Délocalisation, et ils prennent de la main-d'œuvre locale. Ok. Évidemment, le gros challenge, c'est la communication entre le management chinois. Donc, c'est du middle management. C'est évidemment top management et middle management. Donc, c'est des superviseurs qui viennent des experts réglage ou des experts d'un process spécifique qui viennent et qui communiquent avec des travailleurs locaux qui sont là, donc la main-d'œuvre locale. Et là, c'est c'est complètement différent. Ils n'arrivent pas à communiquer. Tu as des fois un ou deux traducteurs dans la ligne de production qui aident un peu. Mais on voit qu'il y a beaucoup la plupart des problèmes que j'ai vus, c'est des problèmes liés à la communication entre les Chinois, les superviseurs chinois et les workers locaux. Communication et la méthode de travail. Sachant que en Asie du Sud-Est, la productivité des travailleurs est beaucoup moins importante, moins élevée que celle des workers chinois qui, eux, font du overtime de malade. Tout le temps, ouais. Et en fait, c'est entre nous, entre Chinois, on dit rien. Alors que au Cambodge ou au Vietnam, alors au Vietnam, overtime, c'est no way. Donc eux, à 6 heures, ils partent. Même mes inspecteurs au Vietnam, tu peux pas, tu leur envoies un message à 21h et personne ne te répond. Ouais. Alors que les Chinois, jusqu'à minuit, c'est normal. C'est pas de problème, Il n'y a ouais. pas de problème. J'avais vu ça. C'était l'année dernière, quand Trump avait commencé à pousser les tarifs. Il y avait des gros IMS, notamment BYD, là, qui est à Pingshan. Donc j'étais allé les voir. Qui me disait on a ouvert des usines, pareil, dans toute l'Asie du Sud-Est. Et la productivité, il disait c'est une catastrophe. Je pense pas que ce soit une catastrophe, mais je pense qu'il y a Ouais, un il gros gap compare. entre la Chine et Après, il y a aussi la c'est fierté là. nationale, évidemment. Ouais, ouais, voilà. Les Ouais, Coréens disent la même chose, hein. Ah Si ouais, tu mais parles à c'est des sûr. Coréens, eux, c'est C'est le top du évidemment top, le quoi. top du top. Ouais. Voilà, il y a ça, mais honnêtement, c'est vrai. La productivité en Chine est extrêmement ouf, quoi. C'est impressionnant. C'est Ouais. impressionnant. Les gars, ils font des choses que. Il y a pas. En fait, je pense que le succès de la Chine, c'est tellement de facteurs. C'est pas juste low cost. C'est le mindset, c'est la façon de travailler. C'est des guerriers, c'est des guerriers du manufacturing. Et c'est des gars, tu les mets dans. Ils sont entre eux, ils finissent un projet, ils ont une deadline, ils le finissent absolument, et coûte que coûte, il faut le finir. Donc ça, c'est vraiment une différence culturelle. Mais sinon, honnêtement, les usines que nous on inspecte au Vietnam, aux Philippines et tout, ils arrivent quand même à faire quelque chose d'intéressant. Mais on voit le même type de problème en termes de qualité. Je vois pas des grosses différences de qualité. Par contre, en termes de deadline, en termes de respect des délais, en termes de productivité, c'est pas la même chose. Merci pour toutes tes réponses, Abby. Maintenant, on va te poser plusieurs questions sur la partie red flag parce qu'on a quand même un podcast qui s'appelle le red flag. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que pour toi un très gros red flag chez un fournisseur dans une usine? Il y a plusieurs red flags, notamment un fournisseur qui parle de prix. Ouais. Donc qui parle que de prix, donc c'est un red flag. C'est très souvent une trading ou un agent qui comprend pas très bien le produit. Mais je pense qu'un des red flags les plus importants, les plus communs aussi, c'est un fournisseur qui dit oui à tout.
Donc, à partir du moment où il n'y a pas de non, oui, mais ça, c'est pas possible, etc., il faut faire très attention. Ouais, Ok. c'est ouvrir la porte à tout et n'importe quoi. Ouais, exactement. Ok. Moi, c'est ton mot chinois préféré. Mon chinois préféré, Pigeot. Non, je rigole. Euh, Bière pour ceux qui. euh, je pense que dans le contexte de l'entrepreneuriat, de monter son business, faire sa vie, etc. en Chine, mais ça c'est partout ailleurs, c'est Mamalai. Il faut vraiment les choses prennent du temps à se construire. Ok. Les belles choses prennent du temps à se construire. Une société avec des bases solides prend du temps à se construire. Donc Mamalai, ça veut dire petit à petit. Petit à petit. Petit à Ok. petit. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune étranger, quand je dis étranger, c'est quelqu'un qui est de n'importe quel pays, qui voudrait venir en Chine, euh, qui a 25 ans et voilà, qui voudrait venir. Est-ce que tu as un conseil à leur donner pour qu'ils puissent réussir à s'installer ici? Ben, il faut venir, il faut être prêt à. Je conseille vraiment. Là d'ailleurs, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent en Chine, que ce soit pour voyager ou pour venir s'installer, notamment des Marocains énormément de Marocains qui viennent maintenant en tant qu'étudiants. Il faut venir, non, il faut venir, il faut un peu, il faut dépasser un peu toutes les croyances qu'on a, toutes les espèces de réflexes dogmatiques sur comment on doit commencer sa carrière après ses études. Il faut venir, il faut faire des tests. Quand on a 25 ans, on a toute la vie devant soi, on peut faire des erreurs. Je pense que c'est bien de venir, de s'ouvrir à d'autres cultures, de comprendre qu'on peut faire les choses différemment que ce qu'on nous a dit de les faire. Ok. Top. Ok. Ok. Dernière question. C'est quel genre de produit le plus improbable que tu as eu genre à aller voir et à visiter justement à auditer? Donc on a audité, on a inspecté énormément de produits, donc que ce soit dans mon ancienne boîte et chez QC Advisor. J'ai vu des choses assez folles, mais je pense que je me rappelle il y a 2 3 ans, on avait fait un truc assez fou. C'était une espèce de poupée gonflable, super réaliste. Et c'était pour l'inspection, c'était pour des Américains. Et ils sont complètement fous, quoi. Du coup, mais moi, ce qui me fait rire, c'est que quand je vais en inspection, donc parce que c'était à Dongguan. Donc l'inspection, en fait, les gars, ils sont super sérieux. L'inspecteur, il prend ses photos et en fait, il est en train de prendre les poupées gonflables en photo, de voir les défauts, de checker la qualité du silicone, les accessoires et tout. Et moi, mais les gens, ils sont complètement tarés, quoi. Moi, j'étais explosé de rire. Et il y avait des tests fonctionnels, évidemment. Ouais, super! Donc, Ah, il va être content. c'est pas moi qui ai fait les tests, mais non, non, c'était vraiment, c'était à mourir de rire. Mais j'ai vu vraiment des choses. J'ai même vu une fois j'ai vu, bon, je tairai le nom je dirais même pas c'est quel produit. On avait une société française qui faisait du e-commerce. Et en fait, moi j'ai vu, parce que je vois pas toutes les inspections. On fait 30 Ouais. inspections par jour. Il y avait une espèce de kit à assembler et dans le kit, en fait, c'était pas destiné au client final, c'était destiné à un truc d'assemblage, à une usine d'assemblage en France. Il y avait écrit Made in France, tout ça. Ah ouais. Et là, je me suis dit, c'est pas sérieux, quoi. Ouais, ouais. Ok. Et ça c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense, hein. C'est vraiment très fréquent. Je pense qu'ils jouent avec les limites de la légalité, de combien de pourcentage. Le pourcentage était fait en Europe et tout machin. Exact, Ouais. ouais. Donc ça aussi c'était fou. Mais vraiment la poupée gonflable, je pense que c'était Le top. le produit le plus fou. On était mort de rire. Moi j'étais mort de rire. Ah, tu m'étonnes, je veux bien le croire. Pourquoi QC Advisor? Voilà. Est-ce que tu peux présenter QC Advisor? Pourquoi on aurait besoin de toi demain? Voilà. Pourquoi quelqu'un derrière cette caméra se dit ah, peut-être que ce gars-là, j'aimerais bien bosser avec lui? Si tu as une société d'import-export ou si tu as un retailer ou un e-commerce,
tu as une marque de e-commerce et que tu as besoin d'un réel support sur la partie audit et qualité, comme si c'était fait par tes propres équipes, voilà, nous, c'est ce qu'on fait. On ne travaille pas comme on va dire, on fait pas de la commodity. Chaque client, on le traite comme un projet différent. Et en fait, le gros changement qu'on a par rapport à d'autres sociétés d'inspection, c'est que nous, notre mantra, c'est pas de juste trouver les défauts. En fait, on travaille avec nos clients pour les aider à éviter les problèmes. Donc c'est ça qui fait la différence avec les autres sociétés d'inspection. Évidemment, on fait ça à travers un processus spécial qu'on a mis en place. Mais c'est vraiment là. Donc si tu es sérieux par rapport à la qualité que tu veux importer, que tu veux un suivi spécifique au-delà des yeux et des oreilles, mais aussi le cerveau. Ok. Nous, c'est ce qu'on fait. Bon, nickel, super clair. Bon, on mettra toutes les informations pro Super. dans la description. Ouais, Et ton encore une LinkedIn, fois, ton contact, Instagram. ton Instagram et ton site aussi. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Voilà, donc c'était super de t'avoir. Merci beaucoup. Merci à encore une vous, fois, Habib. merci à vous. d'être Moi aussi, ça venu. m'a fait plaisir. Et puis, c'était The Red Flag, encore une fois. Et puis, merci encore à vous d'être là jusqu'au bout. Et puis, on vous dit à très bientôt.